Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Tragédie à Göteborg en Suède, l'incendie d'une discothèque où des adolescents fêtaient Halloween. Bilan très lourd, 67 morts, 200 blessés. Une enquête est ouverte. Forte baisse du chômage en France pour le mois de septembre. 43 000 demandeurs d'emploi en moins. Ces améliorations profitent aussi bien aux jeunes qu'aux chômeurs de longue durée. Nouvelle décision de justice dans l'affaire Pinochet. La France ouvre une information judiciaire. La Grande-Bretagne décide la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'ancien dictateur. 24 heures dans l'espace pour John Glenn, porteur du rêve américain. Les premières images à l'intérieur de la navette Discovery. Et invité de ce journal de Houston, le spationaute Michel Tonini, qui s'est entraîné aux côtés de John Glenn et qui partira d'ici quelques mois. Mais ouvrons ce journal avec ce terrible incendie à Göteborg en Suède qui a ravagé la nuit dernière une discothèque. Le bilan provisoire fait état maintenant de 67 morts et de près de 200 blessés, tous des adolescents qui fêtaient Halloween lorsque les flammes ont transformé en brasier cet ancien théâtre. Valérie Hermite. Le premier bilan faisait état de 60 morts, mais il s'est alourdi. Au moins 67 adolescents ont péri dans l'incendie et près de 200 autres sont blessés. Tous ont entre 14 et 20 ans. Hier soir, 300 à 400 jeunes, en majorité d'origine étrangère, étaient réunis dans une salle transformée en discothèque pour fêter Halloween. Aux environs de minuit, la fête battait son plein lorsque l'incendie s'est déclaré. Un des projecteurs s'est mis à brûler. Le disque jockey l'a attrapé et l'a écrasé avec son pied. À ce moment-là, on pensait qu'il n'y aurait pas d'incendie. On est sorti et c'est là qu'on a vu de la fumée. Du local, il ne reste plus rien. Selon les témoins, le feu s'est propagé à une vitesse effroyable, créant un gigantesque mouvement de panique. Tous les jeunes qui se trouvaient à l'intérieur ont essayé de se sauver par tous les moyens. La plupart se sont rués vers la sortie de secours, mais d'autres se sont échappés par le toit et certains se sont même jetés par les fenêtres. Des jeunes qui avaient réussi à sortir sont re-rentrés pour aider les autres, ce qui a ajouté à la panique. Les pompiers ont mis plus de 3 heures pour éteindre l'incendie, tandis que les blessés grièvement brûlés ou souffrant de troubles respiratoires étaient acheminés jusqu'au Danemark et en Norvège. Certains seraient gravement touchés. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir, mais ils ont un atout, c'est leur jeune âge. Ce soir, tous les drapeaux sont en berne. C'est l'un des incendies les plus meurtriers qu'ait connu la Suède. Et nous retrouvons maintenant en direct de Göteborg Olivier Galzi. J'imagine que l'émotion est immense sur place. Oui, l'émotion est immense, bien sûr. Il y a eu tout à l'heure une messe en centre-ville pour commémorer la mémoire des morts. L'église était pleine, vous l'imaginez, le Premier ministre s'était déplacé et l'émotion est grande. Mais ce que l'on peut dire pour l'instant, en ce qui concerne l'enquête en tout cas, c'est que les enquêteurs semblent avoir, non pas abandonné, mais en tout cas ne privilégiaient plus l'hypothèse de l'incendie criminel, au vu notamment de tous les témoignages qu'on a entendus durant la journée. Certaines personnes, vous l'avez entendu dans le sujet de Valérie Hermite, parler d'un projecteur qui aurait explosé et qui aurait mis le feu à la discothèque. Et puis un témoignage que nous avons recueilli tout à l'heure faisait état aussi d'un démarrage de feu dans le système électronique du disc jockey. Donc que s'est-il passé exactement? C'est ce que les enquêteurs maintenant vont devoir définir aussi si les normes de sécurité étaient respectées. Des témoignages ont fait état du fait qu'une des deux portes de sortie était fermée. Était-elle bloquée à cause du feu ou était-elle fermée tout simplement? C'est ce que les enquêteurs vont devoir définir. Et puis aussi hier, il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde dans cette discothèque, beaucoup trop de monde, 400 personnes, alors que la discothèque était normalement autorisée à n'en recevoir pas plus de 300. Merci Olivier Galzi. En France, bonne nouvelle sur le front de l'emploi, la baisse du chômage pour le mois de septembre, une baisse très marquée, le nombre de demandeurs a diminué de 1,4%, soit une baisse de 42 900 par rapport au mois d'août. Tous les indicateurs sont au vert, baisse du chômage des jeunes et du chômage de longue durée. Illustration de ces bons résultats sur le marché de l'emploi, l'exemple du pays de Vitré, cette région où le taux de chômage est inférieur de moitié aux chiffres nationaux, avec malgré tout de nombreux emplois précaires. Jean-Bernard Schmitt et Jean-Yves Blanc. Le groupe Glon possède 2 sites de production à Vitré. L'entreprise, implantée dans l'Ouest, est spécialisée dans la fabrication d'aliments pour animaux. Elle emploie ici 65 personnes
et pour répondre aux commandes de plus de 2000 clients, un élément est déterminant, la qualité de la main-d'œuvre. C'est une main-d'œuvre sérieuse, fiable. Je crois que c'est la caractéristique essentielle que toutes les entreprises de Vitré vont retrouver. Des gens sur qui on peut compter. Bonjour Michel. Bonjour Olivier. Excusez-moi, je voulais te voir juste 2 minutes. Olivier Boujard est technico-commercial. Il travaille chez Glon depuis 2 ans et demi et n'a pas hésité à déménager pour venir à Vitré parce que c'est ici que l'on trouvait de l'emploi. On y trouve des entreprises avec la volonté d'avancer, d'investir et qui misent confiance sur les gens qui ont un minimum de passion et de volonté dans l'aboutissement de leur carrière. Entreprise dynamique, main-d'œuvre de qualité, ce sont les clés de la réussite de Vitré. Ici, le secteur agricole est resté longtemps dominant et l'industrie ne s'est développée que tardivement. Elle est donc encore jeune et pleine de ressources. Le paradoxe, c'est que certains dirigeants, comme ici dans l'électronique, peinent parfois à pourvoir certains postes. C'est vrai que dans des spécialités que nous avons chez nous, on a des difficultés à recruter. Aujourd'hui, on ne rentre pas 17 ans dans une usine et on fera jusqu'à la retraite ce travail-là. Maintenant, c'est de la mutation, il faut avoir l'habitude de changer d'emploi. Et changer d'emploi rime souvent avec précarité et contrat à durée déterminée. Si le taux de chômage est faible, à Vitré, 5%, on a pourtant bien besoin d'une ANPE. Il y a un certain nombre d'emplois courts qui sont proposés et j'en veux pour preuve un nombre de missions de travail temporaire, des missions intérim très élevées. En période de croissance, les emplois temporaires sont synonymes de souplesse pour les entreprises. Mais en cas de ralentissement de l'économie, ce seront les premiers postes à être touchés. Actualité sociale toujours, avec la mise au chômage partiel pour les employés de Moulinex dans l'usine de Falaise dans le Calvados. Cette décision s'explique par la crise qui touche de plein fouet la Russie. Reste que pour les salariés de l'entreprise, c'est un nouveau coup dur alors que depuis plus de 2 ans, l'entreprise a entrepris sa restructuration. Sébastien Vibert, Alain Poirier. L'arrêt a été brutal. Au début du mois d'octobre, la chaîne de montage des aspirateurs destinés à la Russie a été stoppée net. Plus un seul achat, plus une seule commande. Du coup, ce sont 800 millions de francs de chiffre d'affaires perdus pour Moulinex. Et dès lundi prochain, 22 jours de chômage partiel pour des salariés désabusés. C'est beau de dire la Russie, mais la Russie a de l'argent. Il y a un moment que ça va mal. Maintenant, c'est la Russie, pour moi, c'est le prétexte. Depuis juin dernier, l'usine se vide peu à peu de ses salariés. 200 sur 530 sont déjà partis travailler dans d'autres usines Moulinex de la région. Résultat de la réorganisation industrielle du groupe, une usine, un produit. Mais aussi du plan social. 1336 emplois supprimés en 2 ans et demi avec pré-retraite, annualisation et réduction du temps de travail. Moulinex allait très mal il y a 2 ans et demi. Tous les salariés ont accepté le plan que j'ai proposé. Aujourd'hui, Moulinex va beaucoup mieux. D'ailleurs, nous sommes beaucoup plus souples, nous sommes solides. La crise russe ne nous tue pas, elle nous atteint, mais nous sommes résistants. L'optimisme du PDG ne rassure guère les syndicats. Il dit le site ne va pas fermer, mais il ne nous dit pas ce qu'il va faire pour que ça ne ferme pas. Donc, effectivement, on est inquiets, nous, comme les salariés. Je crois que c'est un vrai problème, la Russie. Et je crois que les solutions apportées par la direction sont des fausses solutions qui visent en fait à restructurer à nouveau le groupe pour la 3e fois en 2 ans. Crise russe, concurrence internationale et sureffectif suscitent donc le désarroi des salariés. La crainte d'un redressement douloureux mais fragile et aujourd'hui compromis. Et puis Martine Aubry, ministre de l'Emploi, a annoncé à l'Assemblée nationale un relèvement de 2% du minimum vieillesse pour une personne seule. Ceci équivaut à 3 570 francs au lieu de 3 540 francs. Explosion la nuit dernière à la mairie de Belfort. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un attentat à l'explosif. Aucune revendication, mais pour l'instant, la piste des nationalistes est évoquée. L'engin a été placé au 2e étage de la mairie. L'explosion a provoqué des dégâts importants. Une partie du toit a été soufflée, mais aucune victime. Le premier adjoint de la mairie de Belfort est, je vous le rappelle, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. La déclaration des 7 grands pays industrialisés, le G7 renforce sa coopération pour lutter contre la crise internationale. Une nouvelle étape, Jacques Chirac s'est félicité de cette double déclaration, celle des chefs d'État venant renforcer celle des ministres de l'économie et des finances.
Cette journée de vendredi marquée par plusieurs décisions de justice, parfois contradictoires, toutes concernant l'affaire Pinochet. D'abord, la Haute Cour de justice de Londres a libéré l'ancien dictateur qui reste sous contrôle judiciaire. Ainsi donc, techniquement, le général Pinochet n'est plus en état d'arrestation, mais en revanche, il reste sous surveillance de la police et ne peut quitter l'hôpital. Prochaine étape décisive, la décision de la Chambre des Lords qui devra statuer sur son sort la semaine prochaine. En Espagne maintenant, on attendait la décision de la plus haute juridiction pénale. À l'unanimité, les magistrats ont confirmé le bien fondé des procédures visant à l'extradition du général Pinochet. La justice espagnole est donc compétente pour juger l'ancien dictateur. Dorothée Oliéric, Alain Locaccio. Écoute, Sylvia appelle sa famille à Santiago du Chili. Tu entends? Maman, on a gagné! En fait, c'est la victoire pour tous ceux qui manifestent depuis l'arrestation du général Pinochet. Pinochet doit être jugé, ici ou dans n'importe quel pays au monde. J'ai attendu tellement longtemps que la justice se fasse. Je suis tellement heureuse. L'annonce est officielle. La juridiction de l'audience nationale est compétente pour juger Pinochet. La procédure du juge Garzón continue. L'avocat de la partie civile tente de cacher ses larmes. Il nous manquait la justice et ça y est, on l'a. Ce qui s'est passé aujourd'hui en Espagne est historique. Ce sera la première fois qu'on jugera un crime de génocide. Le juge Garzón n'est pas là, mais les avocats et le public lui ont dédié cette victoire, dont ils veulent faire un exemple. On touche à la vérité, et j'espère que cela servira d'exemple. Que tous ceux qui commettent des crimes contre l'humanité, tous les génocidaires seront désormais poursuivis dans tous les pays, et à jamais. Est-ce que tu arrives à y croire? Non, j'attends de voir ce qui se passe à Londres. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur qu'ils libèrent Pinochet parce que les Anglais ont des intérêts économiques et c'est l'argent qui commande tout. Mais c'est quand même une victoire. Ah ça oui. Après les larmes des familles des victimes et même les larmes des avocats, la prochaine étape, c'est la demande d'extradition de Pinochet par le juge Garzón auprès des autorités britanniques. Et même si le chemin reste long, les Espagnols aujourd'hui se sont pris à rêver de juger un jour Pinochet en Espagne. Et puis, dernier chapitre de ce feuilleton judiciaire, le parquet de Paris a décidé tout à l'heure l'ouverture d'une information judiciaire afin d'élucider les disparitions au Chili de 3 Français. Agnès Gardet. Les victimes de la dictature ont presque retrouvé l'espoir. Ce soir, ils étaient une centaine, place du Trocadéro. Déterminées et à nouveau confiantes, les familles qui ont porté plainte la semaine dernière veulent croire en la justice française et espagnole. Je suis très heureuse. La justice espagnole et la Cour espagnole, elle a réagi d'une façon digne et juste. Pinochet doit être jugé. Tout ce que nous avons porté plainte pour les morts et les disparus français au Chili, il y en a l'espoir, malgré cette nouvelle qui vient de nous dire que Pinochet il se balade en semi-liberté en Angleterre. Mais on a l'espoir, on a la Cour espagnole qui est à côté de nous, je sais que la France il est à côté de nous. Car au moment où la justice espagnole se déclarait compétente pour juger les crimes du général Pinochet, le parquet de Paris ouvrait une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration. C'est déjà un pas sur le plan historique, compte tenu de l'impunité dont bénéficie le général Pinochet et tous les responsables de violations des droits de l'homme depuis 25 ans. C'est évidemment un pas très important. Bon, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce qu'il faut le concours du juge britannique, qui pour l'instant ne donne pas des signes tout à fait spectaculaires de ce point de vue. C'est bien en effet à la justice britannique que reviendra la décision finale. La Chambre des Lords doit rendre son avis dans le courant de la semaine prochaine sur la légalité de l'arrestation du général Pinochet. Ce soir, la justice londonienne l'a placé en liberté sous contrôle judiciaire. Les éleveurs de porcs ont multiplié la nuit dernière les opérations coup de poing dans plusieurs villes de France. Dans les Côtes-d'Armor, plus de 300 d'entre eux ont manifesté devant la préfecture à Saint-Brieuc. Ils ont brisé plusieurs vitres. Dans le Finistère, 150 producteurs ont envahi hier soir un étage de la mairie de Brest. Ils ont évacué les lieux en tout début de matinée après avoir obtenu l'assurance d'être reçus cet après-midi par un membre du cabinet du ministre de l'Agriculture.
Cette crise qui touche les producteurs de porc n'épargne pas l'Allemagne, premier producteur mondial. Là-bas aussi, les cours sont à la baisse, mais ne se sont pas effondrés comme en France. L'exemple de ce petit village au nord-ouest de Berlin où se tenait aujourd'hui une foire aux bestiaux. Olivier Lerner. Les Allemands adorent le porc. C'est mon plat préféré et c'est pas cher. J'en mange 1 kilo par semaine, ça fait 50 kilos par an. C'est la moyenne nationale. Consommation 4,5 millions de tonnes par an. La production ne suffit pas. Les importations à bas prix du Canada ou des États-Unis font chuter les cours. Depuis 3 mois, la situation s'est dégradée pour les éleveurs. Lundi, le prix au kilo était d'1,68 €. Jeudi, le prix est descendu à 1,64 €. Je pense qu'on n'a pas encore touché le fond. Ça va baisser encore. Un plan d'urgence est en cours d'élaboration, mais les subventions ne sont pas à l'ordre du jour. En Allemagne, on compte 25 millions de porcs pour 180 000 éleveurs, dont beaucoup commencent à s'inquiéter. Aujourd'hui, entre nous, on a tenu une sorte de réunion politique. Moi, je pense qu'on devrait faire comme en France. Prendre quelques centaines de porcs et les lâcher sous les fenêtres des ministres à Bonn et à Berlin pour qu'ils prennent nos problèmes au sérieux. Mais la tradition ici n'est pas de manifester bruyamment et violemment. C'est pour l'instant du chacun pour soi. Les prix baissent quotidiennement mais restent supérieurs à ceux observés en France. Le porc reste le plat préféré des Allemands. Les amateurs sont prêts à faire des sacrifices pour lui. La justice allemande lance des poursuites contre Jean-Marie Le Pen. Le président du Front National aurait incité à la haine raciale. Le parquet souhaite que Jean-Marie Le Pen soit entendu en France. Nouvel épisode dans le dossier des marchés publics du Conseil régional d'Île-de-France. Plusieurs cadres de la société du BTP affirment avoir contribué au financement du RPR, du PR et du PS. Olivier Caroff, Bruno Livertou. Depuis quelques jours, cette entreprise, une filiale de la Lyonnaise des Eaux, compte 3 cadres mis en examen pour corruption et trafic d'influence. Entre 91 et 95, comme de nombreuses autres sociétés de construction, GTM a participé à la rénovation des lycées en Île-de-France. Un énorme marché attribué par le Conseil régional et que la justice soupçonne d'avoir été truqué. Placé en détention provisoire, le directeur commercial de GTM aurait révélé au juge d'instruction le versement de fonds à plusieurs responsables de partis politiques. Pour le RPR, Louise-Yvonne Casetta, déjà mise en examen dans une affaire de financement illicite. Pour le Parti républicain, Jean-Pierre Thomas, l'ancien trésorier. Pour le PS, aucun nom n'est cité, mais un proche des socialistes aurait reçu de l'argent. Certains élus du Conseil régional d'Île-de-France auraient également perçu des commissions occultes. Un proche de l'ancien président, le RPR Michel Giraud, a récemment été mis en examen dans cette affaire. Après la catastrophe de l'avion de la Swissair au large de Halifax, la compagnie aérienne a annoncé par mesure de prévention qu'elle allait débrancher de tous ses appareils les écrans individuels installés dans les premières classes et les classes affaires. Les explications nécessaires de Gilles Marinet. C'est ce système très sophistiqué d'écrans individuels proposant à certains passagers des films, des jeux et même CNN que Swissair a décidé de désactiver. Son installation avait nécessité la pose de câbles aboutissant au cockpit. Et c'est là que des fils électriques se sont enflammés, causant la perte du vol 111. Jusqu'à maintenant, rien ne prouve que le système vidéo soit à l'origine de l'accident. Toutefois, le câblage passe par le cockpit. Et puisque les recherches se concentrent sur le cockpit, nous avons décidé d'arrêter tous les systèmes qui ne sont pas indispensables à la conduite de l'appareil. Au risque d'inquiéter puisqu'elle ne rassure, la compagnie helvétique a décidé d'appliquer le principe de précaution, car les enquêteurs n'ont toujours pas déterminé la cause de l'accident, ce qui ne les empêche pas de s'intéresser à l'installation vidéo. Nous cherchons toujours pour voir s'il existe des systèmes similaires dans d'autres avions, mais il semble que celui-ci était spécifique à Swissair. Le schéma de câblage était unique en son genre. La décision de la Swissair ne devrait donc pas concerner ses concurrents équipés eux aussi d'écrans individuels. Vous êtes nombreux à prendre la route pour ce week-end de la Toussaint, l'un des plus meurtriers de l'année.
Pour sensibiliser les conducteurs, la sécurité routière a organisé une opération à laquelle participent des handicapés victimes eux-mêmes d'accidents de la route. La dissuasion par l'exemple, Jamila Mimouni, Raymond Chaplard. Sur la nationale 7, début octobre, 3 morts. Sur cette même nationale, tôt ce matin, Delphine Thibault, victime d'un grave accident il y a 11 ans, va passer la journée à sensibiliser les automobilistes aux excès de vitesse. Ce type d'opération, Delphine n'y était pas préparée, mais elle improvisera. Non, ça viendra comme ça, je ne peux pas savoir à l'avance. En tant que traumatisée crânienne, si on y pense avant, on oublie. Et après, on n'arrive plus à le dire, alors je préfère pas y réfléchir avant et puis ça viendra d'un coup. 8 brigades de gendarmerie sont sur les points chauds. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour le premier excès de vitesse. Delphine intervient, elle lui raconte son histoire. Moi j'ai été accidentée suite à un accident de voiture. J'ai passé 4 ans à l'hôpital, 3 ans en fauteuil roulant. Et j'ai subi 8 opérations. Je peux vous donner ça? Bien sûr que c'est touchant, évidemment que c'est touchant, évidemment que de passer 4 ans à l'hôpital pour des causes d'excès de vitesse, bien sûr que c'est grave, et c'est très bien de sensibiliser les gens là-dessus. Bon, mais effectivement, pour mon personnel, c'est pas important. Pour ce premier contact, Delphine est déçue, mais elle ne se décourage pas. Je pense pas qu'il ait bien compris notre but, le but de mes interventions. Et vous allez quand même continuer à intervenir sur les excès? Ah oui, il n'y a pas de problème. Les excès de vitesse font 3000 morts par an en France et il y a aussi les blessés graves, 36 000 en 97. Au-delà de la statistique, il y a les histoires individuelles et des familles bouleversées. Pour Delphine, heureusement, la vie ne s'est pas arrêtée ce jour de 87 où un chauffard a croisé sa route. Mais son handicap l'empêche de travailler. Cette opération est une première à la veille du week-end de la Toussaint, le plus meurtrier de l'année et qui de plus s'annonce pluvieux. Une page médecine à présent avec des résultats très prometteurs dans le traitement de l'hépatite C, résultats qu'il conviendra bien sûr de confirmer. Une étude internationale emmenée par une équipe française utilisant l'action de 2 médicaments a obtenu une amélioration spectaculaire des patients traités. Jean-Daniel Flézaquier, Joseph Bachtik. Ils sont environ 500 000 Français à être porteurs du virus de l'hépatite C. Pour la plupart d'entre eux, une surveillance médicale simple et annuelle suffit, mais dans 30% des cas, il faut recourir à un traitement. Le premier médicament utilisé a été l'interféron alpha, un produit relativement efficace mais assez mal toléré. Depuis quelques années, un autre médicament, la ribavirine, est associé à l'interféron et une étude internationale vient de montrer que cette association des 2 produits était supérieure de beaucoup à l'interféron seul. Et aujourd'hui, on ose même parler de guérison. Alors, la guérison, c'est en effet la disparition du virus grâce au traitement, disparition qui se maintient à l'arrêt du traitement, et donc les différentes études qui sont rapportées montrent une augmentation de ces chances d'éradication virale qu'on assimilera dans les 5 ans qui viennent à une guérison. Il convient cependant de garder la tête froide. Les effets secondaires des traitements sont loin d'être négligeables et certains types de virus répondent mal ou même pas du tout aux médicaments. Et surtout, l'hépatite C évolue sur plus de 20 ans. Il faudra donc avoir le recul nécessaire avant de crier victoire. Deuxième journée dans l'espace pour John Glenn, le vétéran. 36 ans après son premier vol en orbite, l'astronaute réalise son rêve, un rêve porté par la ferveur des Américains. Patrice Pellet et Claude Sicard. Sur le visage de John Glenn, on pouvait lire hier toute la joie d'un homme qui sait que dans quelques instants, il va réaliser son rêve, que son combat n'a pas été vain. Un bel exemple. À travers l'ambiance au moment de l'embarquement, on sent que l'instant est historique. Et c'est un astronaute rayonnant de bonheur qui prend place à bord de la navette Discovery. L'esprit de ceux qui ont l'étoffe des héros, voilà ce que sont venus chercher tous ceux qui étaient présents à ce lancement. Comme Buzz Aldrin, qui avec Neil Armstrong a laissé sa trace sur le sol de la Lune. Est-ce que ça vous plairait de repartir une seconde fois dans l'espace? Non, tout le monde voudrait y aller, mais il faut que les conditions soient bonnes. Moi, il faut qu'on me demande. C'est pas à moi de demander. Après 9 minutes d'attente parce qu'un avion circule dans l'espace aérien de Cap Canaveral, les moteurs s'allument enfin et Discovery décolle sous l'œil attentif d'un professionnel de l'espace, Jean-Loup Chrétien. Tourne, je roll le programme. Ah, il doit être fier, hein, Super Glenn. Il doit être content. Hein.
Au même instant, mais un peu plus loin, Bill et Hillary Clinton observent la scène. La présence du président, une marque de faveur exceptionnelle en l'honneur du plus vieil astronaute de la planète. Depuis 24 heures, John Glenn, ici au centre, est un homme comblé. Il l'a fait savoir dès son arrivée dans l'espace en congratulant ses compagnons de voyage. Et nous retrouvons maintenant à Houston Michel Tonini. Bonsoir. Vous allez partir sur une autre navette, la navette Columbia, dans quelques mois. Vous vous entraînez depuis plusieurs semaines aux côtés de John Glenn. Pourriez-vous nous raconter la vie de ces 24 heures qui viennent de s'écouler à bord de la navette? Alors les premières 24 heures de la navette, c'est une période qui est assez compliquée pour les astronautes parce qu'il faut transformer la navette, qui est un avion spatial hypersonique, en station spatiale. C'est un petit peu comme si vous arrivez dans une maison qui a été inhabitée pendant quelques années. Il faut tout retransformer, il faut enlever les sièges, enlever les parachutes, enlever les scaphandres, stocker les scaphandres et tout reconfigurer la navette pour qu'elle devienne une station habitable pendant une dizaine de jours. Et à bord, vous diriez que John Glenn sera considéré comme un touriste, comme un scientifique, où il aura un traitement de faveur? Non, il est considéré comme un scientifique. Dans cet équipage, il y a 3 sortes d'astronautes. Il y a les pilotes, les ingénieurs et les scientifiques. Il fait partie des 2 scientifiques, donc il a un programme scientifique avec une dizaine d'expériences médicales et technologiques à réaliser. Et il a commencé déjà dès hier soir. Alors, est-ce qu'on pourrait parler maintenant des sensations précisément? Il s'est donc envolé. À quel moment la sensation de l'apesanteur à quel moment il a pu retrouver cette sensation qu'il connaît et à quoi cela ressemble-t-il? La sensation d'apesanteur arrive rapidement parce que 9 minutes après le décollage, on est vraiment en apesanteur. Et ça, c'est vraiment la première chose que vous ressentez. C'est-à-dire que vous prenez un crayon, le crayon va flotter devant vous. Et des fois, c'est un peu un inconvénient parce que si vos poches ne sont pas bien fermées, tout se met à flotter autour de vous assez rapidement. On perd le maximum d'éléments et d'objets dans les premières 24 heures qui suivent la mise en orbite. La première sensation est une sensation très positive, de plaisir de flotter dans l'espace, d'observation de la Terre. Et après ça, suit au bout de 6 heures une période qui est un peu plus délicate pour certains astronautes. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour John Glenn, où on a le mal de transport, le mal de l'espace, et on peut avoir des nausées, un problème à l'estomac, mais qui se contrôle bien. Je pense que John Glenn, j'ai entendu hier soir à la télévision, il était en pleine forme. Par les informations que j'ai eues à la NASA ce matin, il avait l'air également d'être en pleine forme, donc je pense que tout se passe bien pour John Glenn aujourd'hui. Merci Michel Tonini d'avoir répondu à nos questions. Vous allez donc vous partir, je crois, en mars prochain? C'est ça, je pars au fin du mois de mars de l'année 99 avec un équipage qui sera pour la première fois dirigé par une femme. La femme sera commandant de bord, qui s'appelle Eileen Collins. Et c'est un vol qui va permettre de mettre un satellite de rayon X dans l'espace. Eh bien, très bonne chance et merci à vous. Merci beaucoup. En Grande-Bretagne, depuis ce matin, une centaine de lycéens français sont répartis dans plusieurs clubs de football professionnels durant ce week-end, et ce pour répondre à l'engagement de Tony Blair et de Lionel Jospin au lendemain du mondial. L'exemple à Chelsea, dans ce club où jouent Franck Leboeuf et Marcel Desailly. Étienne Lénart. Photo souvenir dans le hall de l'une des plus anciennes institutions du football anglais. Le club londonien de Chelsea accueille pour 3 jours des lycéens français de Lens. Ils n'en croient pas leurs yeux. Vous venez voir Desailly et Leboeuf ou vous venez voir Tony Blair? Desailly et Leboeuf plutôt. Discuter avec Tony Blair, je sais pas ce que je vais lui dire, tandis qu'avec Desailly et Leboeuf, on pourra parler football. C'est pourtant le Premier ministre britannique Tony Blair, fonction oblige, qui déboule le premier. Bonjour. Bienvenue aux champions du monde. En juillet dernier, dans l'euphorie post-Coupe du Monde, Tony Blair et Lionel Jospin avaient convenu de ces visites de jeunes footballeurs dans les clubs professionnels. Une Europe du football, en quelque sorte, plus facile à construire que l'Europe politique. La collaboration entre la France et la Grande-Bretagne au foot, c'est une grande chose parce que l'Europe, c'est un sujet de peuple. Pour l'Europe des peuples, en l'occurrence, lorsque nos jeunes Français se retrouvent au bord de la pelouse, ils ont l'embarras du choix. À Chelsea, il y a des joueurs anglais, norvégiens, espagnols, roumains, hollandais. Mais il y a surtout nos 2 champions du monde, Marcel Desailly et Franck Leboeuf. Le football, ça reste quelque chose de merveilleux et de rassembleur finalement. Donc à partir de là, il faut savoir l'utiliser, mais à bon escient.
Le football est né ici et c'est intéressant que les jeunes s'aperçoivent que c'est toujours un grand amour de jouer au football ici en Angleterre. Et longtemps sans doute, nos lycéens rêveront de ces dizaines d'inconditionnels qui se chamaillent chaque jour après l'entraînement pour un autographe de ceux qu'ils vénèrent et qu'ils retrouveront le lendemain à la une des journaux populaires, imbattables dans l'art à la moindre occasion de mettre en valeur ces héros des temps modernes. En tennis, le tirage au sort du tournoi de Paris-Bercy vient d'avoir lieu au siège même de France Télévisions. Côté français, 2 chocs dès le premier tour. Fabrice Santoro affrontera le Marocain Razi et Nicolas Escudé jouera lui contre Boris Becker. Le tournoi commencera lundi et sera à suivre sur France Télévisions. Et puis on a appris le décès d'un caméraman de M6. Il accompagnait Yves Bourgnon sur son trimaran. Il est tombé accidentellement à l'eau par mauvais temps et il s'est noyé. Près de 600 kilos d'ivoire brut ont été saisis par les douaniers de l'aéroport de Roissy. Des dizaines de défenses d'éléphants transportés dans une vingtaine de valises en provenance du Cameroun par un passager qui comptait se rendre en Chine. Je vous propose à présent de découvrir l'itinéraire de ce professeur de danse itinérant. Dans les Landes, elle donne des cours dans différentes antennes de campagne. Une façon d'ouvrir les enfants à la discipline et à la grâce. Jean-Marc Froissart, Jacques Gérard. Essayez de deviner de quelle chanson qu'on connaît tous il s'agit. Kasia Sobczyk a 28 ans. Depuis 3 ans, elle est professeure de danse au Conservatoire des Landes. Et la journée du mercredi est sa journée la plus chargée. Il est 8h30, c'est son premier cours. Nous sommes à Saint-Lon-les-Mines, un petit village d'à peine 2000 habitants. C'est un cours d'éveil pour les tout petits de 5 et 6 ans. Donner ses cours dans ces petites villes éparpillées dans la région, Kasia a l'habitude. Le conservatoire départemental essaye de plus en plus d'aller vers les habitants. Et dans le sud-ouest, on ne pousse pas spontanément ses enfants à la musique ou à la danse. Ici, c'est limité, c'est la pelote, c'est le rugby. Voilà, et puis bon, ça ne fait pas partie des centres d'intérêt de mon enfant. Donc là, c'est vraiment une opportunité, c'est sûr. C'était un peu dur parce qu'il fallait frapper le rythme et on ne se retrouvait plus. Kasia, quel est le programme maintenant? Eh bien, nous allons pour le même cours, c'est-à-dire l'initiation, toujours éveil à la danse et à la musique. À Saint-Vincent de Tyros. C'est un quart d'heure. Comme Kasia, 70 professeurs sillonnent le département. Le conservatoire a aménagé 25 antennes. Grâce à ce système, 2000 élèves peuvent cette année danser ou pratiquer un instrument. Sinon, beaucoup auraient renoncé à cause des déplacements. Pour Kasia, enseigner dans ces petites villes, cela veut aussi dire s'adapter. Plus le village est petit, plus les enfants sont, je dirais, calmes, presque introvertis. Ils ont vraiment un grand besoin de s'éveiller, de bouger, parce qu'ils sont assez bloqués. Bien sûr, faire déplacer les professeurs plutôt que les élèves coûte un peu plus cher. Le conservatoire y consacre presque 1 million de francs, soit 5% de son budget. Un effort qui bénéficie aux petites communes. À Dax, les familles fréquentent beaucoup plus spontanément le conservatoire. Il est 6h30, Kasia Sobczyk entame son dernier cours. Et on envoie les bras derrière. Est-ce que vous l'avez la petite danse? Parce que là, on s'est juste rappelé. Comme ses élèves, elle aurait voulu être danseuse. Sa vie sur les routes au contact des enfants compense sans doute la carrière à laquelle elle rêvait. Avant de refermer ce journal, retour à Göteborg, la Suède en état de choc. Les drapeaux ont été mis en berne à Göteborg, les spectacles ont été annulés. L'émotion est immense. C'est l'incendie le plus grave du XXe siècle qui connut ce pays. Jérôme Laurent, Olivier Robert. Trouver des bras amis dans lesquels on peut se réconforter et pleurer en paix. Ce soir à Göteborg, l'émotion est très vive. Aux abords de la discothèque où s'est produite la tragédie, la population veille ses disparus. Je ne comprends pas ce qui s'est passé ici. Vous aviez des amis ici? Je n'en suis pas très sûr, j'attends des nouvelles. Des amis qui étaient là m'ont appelé toute la journée. C'est très dur. Il y avait beaucoup de Macédoniens ici. Beaucoup de nos amis sont morts et d'autres sont à l'hôpital. Plus de 2000 Macédoniens vivent à Göteborg.
La majorité des victimes faisaient partie de cette communauté. C'est ce soir toute une ville, et même tout un pays, la Suède, qui éprouve un immense chagrin. On est tous très tristes, mais aussi très déterminés à trouver et à comprendre ce qui s'est passé réellement. Les causes de l'incendie ne sont pas encore exactement définies. L'enquête se poursuit, mais déjà des voix s'élèvent pour dénoncer le manque de sécurité dans la discothèque. C'était un nightclub très sûr. J'y suis allé quelques fois. Et c'est vraiment pas sûr pour 400 personnes. Ce n'était pas très sûr. 400 personnes étaient là et il y a eu tant de morts, tant de blessés. Les portes de sécurité étaient fermées et personne n'a pu s'échapper. À Göteborg, la majorité des théâtres, des cinémas et des magasins ont ce soir fermé leurs portes en signe de solidarité. Sur le lieu de la tragédie, la veillée va se poursuivre toute la nuit. Je vous rappelle le dernier bilan, 67 morts et près de 200 blessés. C'est la fin de ce journal. Tout de suite la météo Patrice Drevel, le point route Valérie Maurice. Je vous retrouve demain dès 13 h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée à tous.